Deuxième thème du programme d'histoire de seconde, 15e-16e siècle, un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle. Ce thème cherche à interroger les ruptures culturelles, religieuses et économiques entre le Moyen-Âge qui se termine et les temps modernes qui débutent. Il est divisé en deux chapitres, dont le premier, notre chapitre 3, s'intitule L'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Souvenez-vous, le préambule au programme d'histoire avait interrogé la pertinence de découper le temps en grandes périodes. L'une des limites à cette périodisation était le choix des dates bornant chaque période, chaque date étant censée marquer une rupture claire. Or, le débat est particulièrement vif sur la date de clôture du Moyen Âge. On aurait pu choisir 1453, la disparition de l'Empire byzantin au profit d'un empire ottoman qui bloque tout commerce entre l'Europe et l'Asie, ou choisir janvier 1492, c'est la fin de la guerre en Espagne, où les chrétiens réussissent à chasser les musulmans après 700 ans d'affrontements. Mais on a retenu la date d'octobre 1492, la découverte par les Européens d'un nouveau monde appelé Amérique. Pourtant, ces trois événements sont en réalité liés entre eux, et la découverte de l'Amérique est la résultante de nombreux événements qui, mis bout à bout, bouleversent l'ordre du monde. On se demandera donc comment la découverte de ce nouveau monde transforme-t-elle l'Europe et le reste de la planète. Première partie, des grandes découvertes à l'exploitation des nouvelles terres. L'expansion de l'Empire ottoman sur la partie est de la Méditerranée et son refus de commercer avec l'Europe chrétienne mettent les Européens devant un dilemme. Soit le très lucratif commerce avec l'Asie s'arrête, faute de route commerciale, soit il faut poursuivre ce commerce, mais en trouvant un moyen de contourner l'Empire ottoman. Cela pousserait les Européens à chercher d'autres routes vers l'Inde en passant par l'océan Atlantique. C'est la solution retenue, et deux stratégies se mettent en place. Les Portugais, eux, cherchent à faire le tour de l'Afrique pour remonter par l'océan Indien jusqu'en Asie. Les Espagnols ont une autre voie. Ils pensent qu'une route directe vers l'Asie existe en traversant l'océan Atlantique d'est en ouest. Les explorations qui commencent sont permises grâce à des avancées techniques, comme la boussole, et de meilleurs bateaux comme la caravelle portugaise. Elles sont une réussite. Tandis que les Portugais contournent l'Afrique et découvrent l'océan Indien, notamment lors du voyage de Vasco de Gama en 1498, l'Italien Christophe Colomb, lui, au nom de l'Espagne, effectue 4 voyages à travers l'océan Atlantique vers l'Asie. C'est un autre Italien, Amerigo Vespucci, qui sera le premier à comprendre que les îles découvertes par Colomb en 1492 sont en fait un nouveau continent, l'Amérique. Colomb, lui, meurt en 1506, persuadé qu'il a réellement ouvert une nouvelle route vers l'Asie. Ces explorations améliorent la connaissance du monde. Chaque année, les cartes se font plus précises et plus complètes sur ces nouvelles terres. Mais toutes les expressions positives employées alors, grande découverte, nouveau monde, cachent mal une vision très européenne de l'histoire et surtout ne disent pas l'exploitation immédiate et violente que les Européens font de ces terres. Car les Européens explorent rapidement l'intérieur des terres pour en prendre le contrôle. En moins de 2 ans, aveuglé par la recherche de richesses, le conquistador Hernán Cortés détruit le grand empire aztèque qu'il avait pourtant accueilli comme un dieu. Les populations indiennes sont christianisées de force par des missionnaires, des religieux européens dont la mission est de convertir de nouvelles populations. La violence des Européens est telle qu'en 1550, le roi d'Espagne Charles Quint suspend les conquêtes et organise un débat pour savoir quel comportement avoir avec les Indiens. Ce débat dure 1 an, réunit les plus grands penseurs espagnols du XVIe siècle et a lieu à Valladolid, une ville du centre de l'Espagne. C'est la controverse de Valladolid. Aucune décision n'est prise, mais 2 idées opposées font jour autour de 2 figures marquantes. L'un, Juan de Sepúlveda, pense que les Indiens sont naturellement inférieurs et qu'ils doivent être soumis par la force. L'autre, Bartolomé de Las Casas, juge l'attitude des Européens honteuse et contraire à la religion chrétienne. La violence des Indiens s'explique notamment par leur obsession à découvrir de l'or et de l'argent. Des rumeurs, comme le mythe de l'Eldorado, font miroiter des montagnes de richesses aux Européens, persuadés que les Amérindiens leur cachent de somptueux trésors. Les métaux trouvés sont exportés vers le port de Séville, qui devient le plus grand port d'Europe devant les ports de la Méditerranée. Mais les quantités sont décevantes, malgré la mise au travail forcée de milliers d'Indiens. Obsédés par ces richesses, les Espagnols et les Portugais se partagent les nouvelles terres avant même de les explorer. Les traités de Tordesillas, 1494, et de Saragosse, 1529,
donne l'Amérique aux Espagnols, sauf le Brésil, et l'océan Indien aux Portugais, sauf les Philippines. C'est la naissance des empires coloniaux, contrôlant de vastes territoires sur les autres continents. Deuxième partie, le début d'une mondialisation, l'Europe domine le monde. Les Européens se rendent vite compte que les principales richesses américaines sont agricoles, sucre, fruits exotiques, tabac. Les Portugais inventent le système de plantation, de grandes fermes tournées vers l'exportation, un système repris ensuite par les Espagnols. Cela repose sur la mise en esclavage des populations indiennes qui travaillent donc gratuitement sur ces plantations. Mais la mort de 90% des Indiens en moins d'un siècle, par le travail forcé et les maladies, c'est le choc microbien, pousse les Européens à chercher ailleurs des esclaves. C'est le début de la traite négrière atlantique. En 300 ans, 10 millions d'Africains sont capturés, achetés et transportés à travers l'océan Atlantique pour travailler dans ces plantations. Pour la première fois, un système commercial entre 3 continents se met en place, avec l'océan Atlantique comme centre, d'où le nom de commerce triangulaire. Des produits manufacturés, du tissu, de l'alcool, des armes, sont acheminés depuis l'Europe vers l'Afrique. Ces produits sont échangés contre des esclaves noirs, convoyés vers l'Amérique et vendus aux plantations agricoles. D'Amérique, les bateaux reviennent en Europe chargés de produits tropicaux. Ce commerce génère beaucoup d'argent et enrichit considérablement tous les ports ouverts sur l'océan Atlantique. Mais la découverte de l'Amérique entraîne d'autres relations, plus complexes, entre les continents. Ainsi, les échanges biologiques, plantes, animaux, maladies, entre l'Amérique et l'Europe se font dans les deux sens. Cet échange colombien, une expression qui rend hommage à Christophe Colomb, modifie les environnements des deux côtés de l'Atlantique par l'implantation de végétaux ou d'animaux exogènes. Certains produits, comme la tomate, se diffusent sur tous les continents à partir de l'Amérique. En plus de la traite négrière, 300 000 Européens décident de s'installer en Amérique. Il y a donc des transferts de population, puis peu à peu des métissages. L'or et l'argent des Amériques, eux, sont réinvestis dans le commerce avec l'Asie. Les différentes régions du monde entretiennent donc des relations plus nombreuses et plus complexes qu'avant. On parle de première mondialisation, sous la domination totale de l'Europe. Ce chapitre cherchait à souligner les conséquences de la découverte de l'Amérique pour l'Europe et pour le reste du monde. Alors, que faut-il en retenir ? D'abord, que la découverte de l'Amérique est l'une des conséquences de la fermeture des routes commerciales habituelles du Moyen Âge. En interdisant aux marchands chrétiens de traverser son territoire, l'Empire ottoman oblige les Européens à chercher de nouvelles routes commerciales en passant par les voies maritimes. C'est en cherchant une route directe vers l'Asie que Christophe Colomb découvre l'Amérique, même s'il faut quelques années pour mesurer l'importance de sa découverte. Très vite, les Européens imaginent les richesses qui les attendent, de l'or, de l'argent, des esclaves. Leur comportement est violent, et les populations amérindiennes sont massacrées, exploitées, christianisées de force. C'est l'ère des conquistadors et des missionnaires. Mais les quantités de métaux précieux découvertes sont bien moins importantes qu'espérées, même si elles permettent à Séville de devenir le premier port d'Europe, au détriment des ports méditerranéens devenus de moins en moins utiles. La deuxième idée à retenir, c'est que l'Europe domine le monde, en exploitant les richesses américaines et en mettant en place un commerce intercontinental qui lui est largement profitable. Par le système des plantations, mais aussi par la traite négrière atlantique, ou le transfert des métaux précieux américains vers l'Asie, l'Europe prend la tête d'un commerce mondial. Les échanges sont nombreux, complexes, dépassent le simple cadre du commerce, comme le prouve l'échange colombien ou le déplacement de populations européennes vers l'Amérique. L'expression de première mondialisation est ici tout à fait justifiée. Enfin, n'oubliez pas que l'histoire demande l'emploi de dates, au moins pour borner approximativement le sujet, et d'un vocabulaire précis qu'il faut maîtriser et savoir réutiliser à bon escient. Conquistadors, missionnaires, choc microbien, échange colombien, controverse de Valladolid, traite négrière, plantation, l'emploi judicieux de ces notions sera largement valorisé lors d'une évaluation.